Merci beaucoup. Bien, je tiens à remercier, bien sûr, la page Vienne. Je fais partie de la page Vienne. Donc, je vais vous parler de ces troubles digestifs tout au long de leur parcours de vie. Parcours de vie, bien sûr, il y a aussi le parcours de santé qui peut poser des problèmes. Donc, on va aller très vite. Alors, comme d'habitude, c'est dans tous les congrès, on est obligé de donner nos conflits ou nos biens d'intérêt. Je n'ai absolument pas de conflit d'intérêt. Par contre, je vous laisse dire, sans drame, sans larmes, pour les dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Et comme je l'ai dit hier, je tiens à remercier toutes les personnes. J'ai voulu faire un diaporama comme Star Wars. Vous avez le déroulement, je ne sais pas le faire, donc je ne l'ai pas fait. Donc, je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'accompagnent encore. Grâce à eux, j'apprends encore beaucoup de choses. Alors, on va passer très vite. Vous connaissez maintenant, ça fait partie du trouble du développement. C'est également intégré dans la classification internationale des maladies, version 11. Donc, voilà, vous connaissez tout ça. Sachez que dans les TND, ça concerne une personne sur 6. Et concernant les TSA, c'est entre 1% et 2%. 1%, c'est pour les pays, en gros, dans le monde entier, comme on dit, c'est les pays où il n'y a pas les enquêtes épidémiologiques qualitatives et quantitatives. Donc, on a gardé 1% dans ces pays et on extrapole le nombre de personnes autistes en fonction de la population de ces pays, ce qui se fait actuellement en Afrique et de certains pays asiatiques. Et 2% dans les pays, bien sûr, ce qu'on appelle les pays développés. Et vous savez, hier, on a montré également dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'est pratiquement un cas sur 2. Vous avez, alors ce qu'il faut retenir quand même, c'est que plus de 50% de ces troubles neurodéveloppement, ils ont un second TND et qui ont surtout des pathologies associées. Vous en avez parlé hier, il y a l'épilepsie, les troubles gastro-intestinaux, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil et bien sûr les troubles psychiques, la santé mentale, il ne faut pas l'oublier, essentiellement les troubles anxieux et la dépression. Et sachez que plus de 70% de ces TND ont des fonctions cognitives altérées. Je travaille aussi avec Vincent Deportes pour les TDI. Je peux vous dire, on retrouve exactement les mêmes choses que dans les TSA. Alors, quand je passe, j'ai essayé de vous faire un truc, c'est deuxième TND. Quand je passe ça à mes étudiants en médecine, mes externes ou les internes, ils fuient, ils disent « Oh là, c'est compliqué ». J'ai dit « Qu'est-ce qui est compliqué ?» C'est vrai, vous avez une personne qui est autiste et qui peut avoir une déficience, enfin, développement intellectuel, en France, on dit, bon, problème interaction cognitive. Il peut avoir des troubles spécifiques de l'apprentissage, il peut avoir aussi d'autres troubles. Moi, j'ai des autistes dans ma consultation qui sont sourds-muets, associés également à un TDAH, et n'oubliez pas, on en a parlé hier, associés également à des maladies génétiques, telles que Angelman, X fragile, Phelan-McDermid, etc., etc. Il faut les prendre dans sa globalité. Et mes collègues, les jeunes collègues que je forme, ils disent « Oh, c'est compliqué ». Donc, ils fuient. Il faut dire, vous voyez la qualité. Voilà. Et pourtant, on l'a écrit dans le pôle expertise collective INSERM, on a tout marqué, ce qu'il faut rechercher, et ce n'est toujours pas fait. Le constat, on en a parlé, toutes les études parlent de la surmortalité chez eux, avec une population par rapport à la population générale qui est de 54 ans par rapport à 90 ans. On connaissait depuis très longtemps cette surmortalité, mais il y a une très belle étude qui a été faite par nos collègues suédois. On ne savait pas les causes. On savait qu'il y avait une surmortalité, de quoi il décédait. On ne savait pas. Alors, eux, ils l'ont publié. Et je vous présente juste les causes de décès chez eux, décès prématurés. Et comme vous pouvez le voir, que ce sont des maladies. On n'en parle jamais de cancer. On vient de démarrer une étude, justement, parce que je suis aussi un ancien cancérologue de Gustave Roussy à Villejuif. On vient de démarrer une étude parce qu'on ne propose même pas chez ces personnes les kits de dépistage du cancer du côlon, le frottis vaginal, etc., etc. Regardez, il meurt que essentiellement des troubles, des maladies organiques non pris en charge, non détectées.
un trouble endocrinien, mais mentaux, là, vous avez évidemment tout ce qui est suicide, dépression, etc. Troubles neurologiques, c'est les crises d'épilepsie. Ils peuvent mourir aussi des accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, insuffisance coronarienne non détectée, bien sûr. Donc, vous voyez, ça, ils l'ont bien démontré. Ça nous a mis aussi un petit peu en disant qu'il faut faire quelque chose pour augmenter la surmortalité. Enfin, pour diminuer plutôt la surmortalité. Alors, les comorbidités, il y en a un paquet. La recherche, il faut vraiment aller rechercher, évidemment. Et en plus, la plupart ayant une altération du langage, ils sont dyscommunicants, avec des fonctions cognitives altérées, c'est encore plus compliqué. Dans le trouble du spectre de l'autisme, vous savez, vous avez les autistes, même les autistes, ce qu'on appelle de haut niveau, les ASPI, ils ont des problèmes, ils décrivent leurs signes d'une façon totalement atypique. Parce que moi, j'ai 2 consultations adultes, je vais dire, sans déficience intellectuelle, donc ce qu'on appelle les ex-Asperger. Et puis de l'autre côté, je vois aussi les déficiences, les personnes qui ont déficience intellectuelle sévère et avec altération de la communication. Donc, c'est pas facile. Tout ce que je peux vous dire, les signes somatiques que l'on retrouve sont totalement atypiques. Alors, bien sûr, la douleur, on n'en parle pas. Alors, pour en revenir à notre sujet, les troubles gastro-intestinaux, ça a été écrit depuis très longtemps. En 2012, les publications ont été faites. Regardez, il faut tenir compte directement ou indirectement de la communauté lorsqu'on parle des TSA. Les conditions comorbides peuvent être des marqueurs de physiopathologie sous-jacentes qui demandent une approche plus variée en matière de traitement. Et puis, qui a beaucoup travaillé sur les troubles alimentaires, sur les troubles gastro-intestinaux. Ça a été publié aussi. Les prestataires de soins devraient savoir que les problèmes de comportement d'une personne autiste peuvent être le seul et principal symptôme d'une condition médicale sous-jacente. Alors, les troubles gastro-intestinaux, vous les retrouvez, ça je peux vous dire, on a travaillé là-dessus, dans tous les troubles du neurodéveloppement. Il n'y a pas que dans les TS. Et les familles, pour eux, ce qui les interroge, qui pose un problème, c'était publié également, ils parlaient beaucoup, vous voyez, 70% rapportés par les familles, pour eux, c'était la constipation et la sélectivité alimentaire. Et c'est très courant dans l'enfance, et puis ça continue tout au long de la vie. La plupart des cas, c'est une incapacité d'exprimer, donc ça s'exprime par des douleurs, par des inconforts, et en fait, ce sont des pathologies digestives qu'il fallait rechercher. Alors, je vous dis, le diagnostic est difficile, la prévalence de ces douleurs est aussi importante chez eux, ça se présente par des douleurs abdominales, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la prise en charge devient compliquée aussi parce qu'il faut tenir compte de tout ça. Et ce que je voulais vous dire, regardez les comorbidités somatiques qui sont présentes chez les personnes autistes en comparaison par rapport à la population générale. Vous avez évidemment la sphère ORL, la sphère bucco-dentaire, mais il n'y a pas que ça. Ils font aussi des infections à répétition, des pneumonies, bronchopneumonies, etc. Les allergies sont connues chez eux. Ils font le syndrome, on commence, on n'en parle jamais, mais ils font de plus en plus des syndromes métaboliques. Et vous savez que le syndrome métabolique est un facteur de risque à part entière des maladies cardiovasculaires. On oublie. C'est des choses très simples qu'on peut détecter. On oublie de les détecter. Je pourrais vous donner l'exemple type qu'on essaie de mettre en place, le bilan sanguin type qu'on essaie de mettre en place pour éviter justement de ne pas passer à côté des choses. Les troubles gastro-intestinaux, on va en parler, les troubles du sommeil, on en parlait, et les douleurs et épilepsie. Totalement atypiques, les manifestations. Essentiellement, c'est l'inconfort et des douleurs. Alors, les recommandations cliniques dans le diagnostic de TSA, il n'y a absolument pas d'examen de routine. J'ai essayé de regarder la littérature, il n'y a absolument pas d'examen de routine pour la détection de ces troubles gastro-intestinaux. Et nos collègues québécois avec qui j'ai la chance de travailler au Québec, on est en train d'essayer de mettre en place des recommandations. J'espère que ça va être aussi mis en place dans les recommandations européennes, enfin du moins françaises. Alors, les signes sont totalement atypiques
Et puis certains régimes, sachez-le, à l'époque, sans régime, sans fibre, ou un traitement, peuvent influencer le fonctionnement digestif. Quand je dis certains traitements, vous avez compris, c'est essentiellement les traitements psychotropes. Alors, il y a plusieurs études. Comment, alors, on va poser la question, il y a sûrement des échelles pour évaluer les symptômes digestifs. Évidemment, il y en existe. Mais on les a un peu abandonnés parce que c'est un peu compliqué. Je vous ai un peu mis ici des échelles qui ont été, à l'époque, je vais dire, distribuées pour essayer de trouver les symptômes des troubles digestifs chez les personnes avec autisme. Et puis finalement, on est arrivé à la description finalement des symptômes, c'est un des derniers, en disant il faut tenir compte, est-ce qu'il y a des nausées, des vomissements, des diarrhées, des constipations, des douleurs abdominales. Et les questionnaires, l'inventaire du symptôme gastro-intestinal, c'est un peu compliqué à le faire, il y a beaucoup d'items, vous voyez, 35 items à remplir, ce n'était pas évident. Donc on les a un peu abandonnés, maintenant on n'en parle plus des échelles pour évaluer ces symptômes digestifs. Alors par contre, il y a des relations entre les troubles gastro-intestinaux et les autres troubles. Vous avez la déficience intellectuelle, il faut tenir compte, la prévalence des troubles gastro-intestinaux, vous voyez, ça va jusqu'à 84% chez eux. La sévérité, ça a été aussi étudié, des troubles du spectre de l'autisme, avec des études qui sont totalement contradictoires. Et puis, également, autre facteur à étudier, c'est le trouble du comportement, un signe atypique de troubles gastro-intestinaux, on connaît. N'oubliez pas non plus l'anxiété, qui peut, surtout les douleurs abdominales qui sont majorées par le degré d'anxiété. Et puis, dans les troubles du sommeil, vous savez très bien, il y a une pathologie digestive, le RGO, qui intervient dans les troubles du sommeil. On oublie, il faut y penser, au même titre que les crises d'épilepsie que peuvent faire ces personnes. Donc il y a le RGO aussi qui est en train des troubles du sommeil. Et ne pas vous traitez le RGO, on n'a pas besoin de les mettre sous, comme certains les mettent sous hypnotiques ou somnifères, qui d'ailleurs, je vous dis, sont interdits dans la prise en charge des troubles du sommeil chez la personne autiste. Et puis, relation aussi avec les troubles alimentaires, très communs, la sélectivité alimentaire, bien sûr, tenir compte des allergies aussi alimentaires, ils en font, donc il faut les mettre, s'ils sont allergiques au lactose, on met un régime sans lactose, bien sûr. Et puis vous avez les gastrites et tout. Et puis il y a aussi des stress des parents, ça a été étudié, et la détresse psychologique de ces parents, très concernés, surtout de nouveau à chaque fois, toute la méta-analyse qu'on a pu faire, on retrouve la constipation. Ils sont toujours très, très soucieux de ça. Et la qualité de vie, par contre, il y a très peu d'études sur la qualité de vie concernant ces troubles tout au long de la vie. On pense qu'il y a une diminution de la qualité de vie est effectivement associée aux troubles des troubles gastro-intestinaux. Et on demande à l'heure actuelle de mettre en place un traitement, même approprié, pour que justement leur qualité de vie soit quand même le plus confortable possible. Alors, les symptômes, essentiellement, ce sont les douleurs abdominales, comme vous le voyez. Les douleurs abdominales, l'expression de la douleur est totalement atypique, ça a été démontré maintenant. Je tiens à remercier, comme d'habitude, mes collègues avec qui je travaillais au Québec, scientifiquement l'a démontré. Je ne vais pas mettre les noms du CHU de Sherbrooke au Québec. Et cette douleur abdominale, elle est complètement atypique. Vous pouvez avoir des changements brutaux du comportement avec des rotes, ce qu'on appelle des éructations après les repas. Ils avalent de l'air, et donc évidemment, vous voyez, quand on avale de l'air, vous allez gonfler l'estomac, ce qu'on appelle l'aérogastrie, et aussi gonfler tout ce qui est paroi colique, enfin tout ce qui est intestin, l'aérocolie, donc ça distend, ça entraîne des douleurs également, et puis ça entraîne aussi des automutilations. Je peux vous dire, quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, à chaque fois, je peux vous dire, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un problème gastrique. Et puis, ça, c'est les douleurs abdominales. Après, on a parlé de la constipation. Elle est passée à la chronicité. D'ailleurs, beaucoup de maladies somatiques qu'on retrouve chez eux sont tous passées à la chronicité. Maladies chroniques. À l'heure actuelle, on essaie de faire la prévention. Vous savez qu'on essaie de mettre en place un bilan annuel clinique et biologique chez toutes les personnes avec autisme. La constipation, elle est due, bien sûr, au régime. Je ne rentre pas dans les détails. Elle est essentiellement due à des médicaments.
Vous savez qu'une grande spécialité de nos collègues chez nous, en France, ces médicaments étaient largement prescrits chez eux, qui est la risperidone, le risperdal. Moi, je me retrouve avec des adultes à l'heure actuelle, avec tous les effets secondaires de ce produit. Bon, bref. Et puis, vous avez aussi la motilité intestinale chez eux, vous savez, les intestins, ils sont en mouvement, ils font ce qu'on appelle le péristaltisme, et il y a une diminution de ce péristaltisme, et donc, évidemment, la constipation, il ne faut pas aller jusqu'au fécalome, ce que l'on appelle, parce que ça entraîne des problèmes. Alors, que peut-on proposer ? Évidemment, un régime avec fibres, éliminer les aliments qui constipent, et puis, si j'ai le temps, on vient de mettre en place, je vais vous donner une recette, vous allez le noter, une recette alimentaire, qui, juste une anecdote, quand je vais au Québec, aux États-Unis, parce que je travaille aussi avec San Francisco et Los Angeles, et ils me demandent d'amener, vous êtes tous au courant qu'on a la chance d'avoir un fruit en France. Ça vous dit quelque chose? Non? C'est connu, il y a une région qui est très connue, pas très loin. Les pruneaux. Les pruneaux d'Agen. Ma valise, elle est remplie, parce que ça coûte très cher là-bas. Et vous savez que nos grands-mères et tout, lorsqu'on était constipés, c'était de pruneaux, jus de pruneaux et tout. Donc je les amenais, et puis ils étaient très contents, parce que ça coûte très cher au Québec aussi, que ce soit à Montréal ou à Sherbrooke ou autre, à Laval et tout. Et puis finalement, je peux vous dire, enfin c'est pas moi, et mes collègues, ils ont essayé de faire, vous savez, les anglo-saxons, ils aiment bien le pudding. Alors je vous donnerai la recette de pudding qu'on est en train de tester dans des masses, et ça marche. Ça évite les laxatifs osmotiques, je vous donnerai la recette tout à l'heure. Vous pourrez le noter, c'est la recette de pudding. Bref. La diarrhée, on oublie la diarrhée qui dure plus de 2 semaines, qui altère complètement la qualité de vie de ces personnes. Avant de penser aux maladies inflammatoires de l'intestin, à la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, ils peuvent le faire, c'est une pathologie digestive associée. On oublie, c'est ça qui est important chez eux, de faire des choses simples. On demande un examen des selles, un examen coproculture parasitologique des selles. On retrouve des infections, on retrouve des vers. Le dernier en date, je fais une parasito chez un jeune autiste qui mangeait bien, mais qui maigrissait. C'était un ténia. Alors, vous voyez, ils peuvent tout faire. Il faut y penser à des choses simples avant de dire on va faire une coloscopie, etc. D'ailleurs, maintenant, on essaie d'être le plus simple possible chez eux, pas à chaque fois faire des anesthésies générales comme il le faut. Alors, bien sûr, avec tout ça, mes collègues gastroentérologues ne sont pas très contents. Ça ne rapporte pas beaucoup. Enfin bref, je me suis fait tabasser par la Société française de gastro. Je lui ai dit, ben non, c'est comme ça. Alors ça, le reflux, pensez-y, le reflux gastro-œsophagien, à 100%, je dirais, dans tous les TND. Pratiquement, on l'a fait dans les TDI, dans les TDAH, on l'a même fait chez les polyhandicapés, on retrouve les RGO, c'est vrai, y compris chez les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. C'est une production d'acides mélangés, bien sûr, des aliments non digérés, des douleurs à expression atypique, balancement de la tête, des postures totalement anormales. Et le diagnostic, c'est pareil. À l'époque, si vous allez voir un gastro, il va vous dire « Ah, ben, je vais vous faire une fibrome », enfin, voilà. Tout ça, c'est fini. C'est un diagnostic purement clinique. Je dis bien purement clinique. Ça fait tellement mal. Vous savez, la RGO, c'est la production d'acide chlorhydrique. Alors, je vais demander à quelqu'un s'il veut bien monter sur scène. J'ai de l'acide chlorhydrique, je vais le mettre sur sa peau. Vous allez voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui veut venir? Non, personne. Ils ont raison. Alors, voilà, comme c'est une acidité, ça entraîne des brûlures, ces douleurs neurogènes. Et à l'époque, on faisait des vidéos, je n'ai pas le temps de vous passer ces vidéos, c'est brûlures de 3e degré. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner chez eux. C'est-à-dire que c'est complètement décapé, la muqueuse. Complètement décapé. Alors, on connaît le seuil de douleur, on sait que ça peut être comme ça, et puis quand ça se réveille, je peux vous dire,
Alors là, c'est vraiment l'explosion, automutilation et tout. Et le diagnostic clinique, hein, c'est ça. Quand ils font ça, hein, ils vous disent il y a peut-être un problème. C'est un reflux gastro-œsophagien purement clinique, diagnostique. Et vous savez tous, cette production est importante en position couchée. Donc, ça entraîne évidemment. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit en position complètement couchée, position donc semi-couchée, en mettant des oreillers pour éviter qu'il y ait cette hyperproduction, parce qu'on oublie, si cette hyperproduction entraîne des troubles du sommeil, hein, des douleurs épouvantables, donc ça fait partie des troubles du sommeil. Vous savez, dans les troubles du sommeil, il y a beaucoup de choses qu'il faut rechercher. Hein. Il n'y a pas que l'insomnie, hein, les mouvements périodiques. Sophie demandait, nous on a fait des vidéos la nuit, et on n'a pas le temps de vous montrer. Les mouvements périodiques, c'est quoi? C'est un syndrome de jambes sans repos. C'est grâce à ça, grâce aux vidéos que nous ont fait les parents, qu'on a pu mettre en place dans les troubles du sommeil le syndrome de jambes sans repos, qui est une pathologie douloureuse. Et d'ailleurs, les troubles du sommeil font partie des signes de l'expression de la douleur. Que éviter? Bon, les aliments acides, hein, évidemment. Alors, je vous dis tout de suite, on ne peut pas les mettre sous un traitement antiacide les 12 mois de l'année en raison des effets secondaires. On fait des cures à l'heure actuelle, c'est dans les recommandations de bonne pratique, de 6 à 8 semaines de traitement, et puis on prévient en disant ça peut revenir, on va refaire des cures. Malheureusement, comme c'est passé à la chronicité, on ne peut pas. Et puis, vous voyez, diagnostic clinique, RGO, tout ça, pH-métrie, manométrie, excessivement, très rarement indiqué, on ne fait plus, c'est dans les recommandations. Vous avez un produit qui est à la réserve hospitalière, mais c'est vraiment au cas extrême, qui est le bétanécol, mais ça, je ne vous en parle pas, c'est vraiment un cas extrême. Mais sinon, on se contente des produits antiacides qui sont sur le marché. Regardez cette jeune fille qui s'automutilait. On voit bien hein, l'automutilation, regardez le visage et tout. À l'époque, hein, la vidéo, œsophagite, on ne voit pas très bien parce que c'est une vidéo, les photos, il fallait que je passe la vidéo. Un bel reflux avec œsophagite complètement brûlée, et juste un traitement. Regardez le visage, et puis elle a les séquelles de l'automutilation. Donc, vous voyez, pour vous dire, il faut penser à des choses simples avant de dire, voilà, c'est des choses simples. Quand un médecin est formé, pas besoin d'être un spécialiste gastro-entérologue, on peut faire des choses. Alors, principale pathologie, on continue. Vous avez la gastrite, bien sûr, hein, inflammation. Et puis, on a oublié un peu, c'est nous qui on a mis en place ça dans le bilan sanguin standard. Même les Québécois et les Canadiens sont ravis, maintenant ils font la même chose, c'est l'ulcère gastrique. Alors quand vous allez voir un gastro, il va vous dire, parce que je me suis fait aussi taper sur les doigts par eux, les enfants ne font jamais, d'ulcère. Ce qu'il faut, nous, on a des personnes autistes, hein, ils oublient ça. Or, c'est les enfants, un cas sur 2, un cas sur 3, on trouve l'ulcère gastrique. Vous savez, l'ulcère gastrique, hein, ça fait très très mal, ça se réveille après l'alimentation. Si vous voyez quelqu'un, une personne, que ce soit dans une institution médico-sociale qui refuse d'aller manger, c'est parce qu'ils savent, ils ne sont pas bêtes, ils savent que ça va déclencher la poussée d'ulcère. Et puis vous verrez, d'ailleurs très très bien, vous les verrez marcher comme ça. Je ne vais pas m'automutiler moi-même, mais ça, ce sont des signes d'ulcère gastrique, des pressions sur l'abdomen, parce qu'ils ont mal, tout de suite après le repas, et ils ont du mal aussi à aller à table, parce qu'ils savent que ça va déclencher. Et malgré, tout de suite après ces pressions sur l'abdomen, des coups, il faut voir la paroi abdominale, donc elle est tassée. Même malgré ça, s'ils n'arrivent pas à calmer, ils vont aller vers des tables ou n'importe, à angle aigu, et se faire et s'automutiler de la paroi abdominale pour calmer leur douleur. Et évidemment, ça entraîne hétéroagressivité parce qu'ils sont mal, ils demandent de l'aide, surtout lorsqu'ils n'ont pas de langage,
Donc sachez qu'ils vont aller taper sur la personne qu'ils connaissent, soit l'éducateur ou l'éducatrice. Ils vous demandent de l'aide. Hein. Ce n'est pas du tout pour le plaisir de taper. Donc, pensez-y. Alors, une ulcère gastrique, c'est pareil. Si vous allez voir un gastro, il va dire je dois faire une test à l'urée très compliqué, fibro, pH. Vous voyez ce que ça coûte hein, avec l'anesthésie générale. C'est fini tout ça. On a mis dans les recommandations. Pas de fibro. Dans des cas excessivement rares, moi je n'en ai fait qu'un dans le centre où j'ai été après 8 ans, hein, une fibro. Donc vous voyez, parce que j'ai essayé de détecter autre chose. Mais sinon, maintenant, on demande juste, c'est une bactérie, hein, Helicobacter pylori, on demande juste une prise de sang et on demande la sérologie. Si c'est positif, on le traite. Donc, on parle beaucoup, on a parlé du microbiote, alors je tiens à remercier mon ami Thomas Bourgeron. Hein. Je vous conseille d'aller lire son livre, hein. Je fais un peu de publicité pour lui, Des gènes, des synapses, des autismes, qui a publié, et très très bien fait, ça vous donne une idée de la recherche génétique et tout. On a aussi travaillé sur le microbiote, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le microbiote, concernant, j'ai dit bien, hein, concernant l'autisme, il n'y a aucune preuve. Aucune. Par contre, il y a des preuves dans la colite ulcéreuse. Actuellement, on commence à travailler dans la schizophrénie. Hein, donc, vous voyez, il y a ça. Mais aucune preuve. Et il y a 2 belles études qui ont été sorties. La cohorte Simon Simplex, où ils n'ont pas trouvé du tout une corrélation de microbiote avec l'intestin et le cerveau. Et puis, la dernière étude qui a été publiée par nos collègues australiens, en 2021, ils ont fait une très belle analyse de 247 personnes autistes avec collecte des données, des selles et tout, y compris leur régime alimentaire de ce qu'ils mangeaient. Hein. Donc, ils ont dit, la conclusion de ça, c'est quoi? Il n'y a pas de rapport de causalité. Donc, les différences qui sont observées chez ces personnes avec autisme, c'est essentiellement les particularités alimentaires qui entraînent ce dysfonctionnement au niveau de la perméabilité membranaire, le microbiote. Et sachez également que ça a été fait là, donc, dans l'autisme, aucune preuve scientifique. Il y a des études qui continuent, donc on verra bien, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on pourra vous dire, là, il n'y a aucune preuve. Ça se manifeste essentiellement par des douleurs, donc je vais vous donner ce que c'est. L'expression de la douleur, elle est validée également chez eux. C'est l'agressivité, c'est totalement atypique, hein, c'est hétéroagressivité vis-à-vis de la personne qu'il connaît. L'automutilation, on a travaillé aussi, la première partie, c'est ça. Hein, c'est le poignet, la main, l'avant-bras. Et puis l'autre partie, la deuxième partie anatomique, c'est la partie céphalique. La tête et le cou, c'est pareil, j'ai retiré tout ce qui est photo parce que ça fait un peu peur. Et puis, les cris sans problème, d'un seul coup, ils crient. Et le 2 derniers que vous voyez, sourire, éclat de rire, méfiez-vous. Hein, vous êtes persuadé que vous avez fait quelque chose de bien, ils sont contents. Non, il faut toujours aller éliminer s'il n'y a pas un problème. Et même les collègues européens ont fait des études hein, à Milan, les Italiens, les Espagnols. Ils ont dit c'est génial, on ne savait pas que c'était une expression de la douleur. Si vous avez mal, ça m'étonnerait franchement que vous allez éclater de rire. Donc attention, et dans l'autre sens, si vous voyez que votre personne, que ce soit enfant ou ado ou adulte, excessivement calme, totalement léthargique, exactement la même chose. Faites attention, il fallait je l'ai bien éliminé une pathologie organique, et la plupart du temps d'ailleurs c'est une pathologie organique douloureuse. Les troubles du sommeil font partie, je vous ai dit, et on ne veut pas y aller jusqu'à là. C'est ce qu'on appelle les troubles graves du comportement, ils peuvent tout casser en l'espace de 2 minutes. Donc on veut essayer de travailler là-dessus. Alors, l'évaluation, c'est vrai, et là, c'est les signes. Les familles m'ont dit, on a marqué tout ça, et le médecin ne peut pas nous croire, vous racontez n'importe quoi et tout. Donc, on peut évaluer, on a testé les échelles. Vous savez, la douleur, elle est subjective, elle vous appartient, elle ne m'appartient pas. Hein.
Donc, on a essayé de travailler sur des échelles. L'auto-évaluation, c'est compliqué, même chez les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et donc, on a essayé de travailler avec mes collègues québécois. Et voilà, zut, je vais trop vite. Et, bon, ben, c'est pas grave. On a essayé de travailler. Décidément. J'ai un problème. Alors, on a essayé de travailler et on a testé beaucoup les échelles. Finalement, on est arrivé à une échelle d'hétéro-évaluation. Et on voulait que ce soit simple. Très simple, dans le sens que ça peut être fait par tout le monde et que, comme ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être fait par les travailleurs sociaux, les personnels, l'éducation. Voilà. Et ensuite, voilà. Bon, cette échelle, vous pouvez le trouver, je vous le dirai. Et on a écrit aussi, on a écrit un livre avec mes collègues québécois où on a marqué « Rechercher une source de douleur lorsqu'il y a des troubles du comportement ». Et les anglo-saxons, malheureusement, c'est la version anglaise, hein, la version française n'existe plus. Bon, ça s'appelle irritabilité d'origine inconnue. Voilà tout ce qu'on doit faire pour aller rechercher chez eux l'accompagnement de ces personnes. Donc, ça peut être fait par un médecin qui a été formé. Nous, on fait tout. Donc, voilà, je vous ai parlé d'ulcères. Vous voyez, là, on est des troubles gastro-intestinaux. Alors, juste pour finir, quid de vieillissement TSA, parce qu'ils vieillissent aussi. Qu'adviennent ces troubles gastro-intestinaux? Il y a peu de données, hein, actuellement, on est en train de travailler. L'HAS avait dit ils ont un vieillissement précoce à partir de 40-45 ans. C'est quand même très jeune. Alors, concernant les troubles gastro-intestinaux, peu d'études ont été faites. Il y a eu des études qui ont été publiées en 2015-2021. Alors, ce que je peux vous dire, voilà, c'est dans l'accompagnement de ces personnes autistes tout au long de leur vie. Ces troubles gastro-intestinaux persistent, vous voyez, jusqu'à 56%. Troubles de l'humeur, vous avez la dépression, l'épilepsie. Alors, à l'heure actuelle, ce qu'on peut vous dire, ce qu'il faut retenir, il y a un vieillissement précoce. Les pathologies en aggravation de l'épilepsie font souvent des crises. Et aussi, dans cette truc, il y a une aggravation également des phénomènes douloureux qui sous-tendent, bien sûr, des pathologies. Alors, il faut aider la personne, hein, bien sûr. Hein, il faut essayer de travailler en coopération et tout. Et alors, toujours se conformer aux recommandations de l'HAS et de l'ANES pour la prise en charge. Je vous ai mis quelques références, vous pouvez les avoir. N'oubliez pas que pour l'habituation, quand vous voulez faire quelque chose, y compris de quoi que ce soit, il y a l'habituation aux soins. C'est super important, ça fait partie également dans les recommandations. Vous avez Coactis Santé, hein, qui fait des belles choses, ce qu'on appelle Santé BD, des fiches aussi, hein, vous les avez ici. Et puis on a mis en place aussi autre chose qu'une petite association, vous avez tout ça, hein, Santé BD, vous connaissez tout ça. On a mis en place une mallette dans la région Occitanie, dans l'Aveyron. On a commencé à l'Aveyron avec l'ARS, où il y a tout. Il y a aussi des renforçateurs, il y a tout, comme ça on n'a pas besoin. Et ces mallettes, ils sont formés, on les distribue donc dans les établissements médico-sociaux, gratuitement bien sûr. On est en train de le mettre en place chez les pompiers, les gendarmes et tout. Ils sont très ravis après une formation. C'est une petite association, hein. Elle devait être là, mais c'est une maman, comme toute maman, elle a des enfants, et ses 2 enfants sont malades. Elle n'a pas pu venir, donc voilà, cette mallette est là, ça s'appelle Bobotisme. Donc actuellement dans l'Aveyron, ça a été mis en place dans l'Aveyron, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Lot. Donc on est en train de diffuser, je sais que le ministère va demander à avoir cette mallette. Enfin bref, c'est bien. Il y a tout là-dedans, il y a tout ce qu'il faut, il y a même ça. Vous voyez, pour vous dire. Voilà, écoutez, je m'arrête là, parce qu'on a encore des questions. Voilà, pour les questions. Alors, on va laisser applaudir. Et puis, on va laisser 2 questions avec des petites réponses. Pour ne pas... Voilà, on est sur un colloque où plutôt vous recevez de la connaissance qu'un temps d'échange. Voilà, c'est comme ça. Mais vous échangez pendant les pauses. Donc, est-ce qu'il y a une question ici, madame ?
Et la deuxième peut se positionner et une deuxième ici. Et terminer après. Désolé. C'est le premier qui arrive. Bonjour. Bonjour. Je suis infirmière en EM et on a un petit souci parce qu'on a quelques résidents qui sont atteints d'hélicobactère. Et à l'heure actuelle, au niveau des traitements sur Orléans, on est en pénurie de Pilera, mais je crois même au niveau national. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez un traitement alternatif qu'on peut adapter ? Alors, écoutez, la sérologie, c'est aussi actuellement ce qu'on préconise. Si la sérologie de l'Helicobacter pylori est positive, évidemment, il faut faire un traitement, il ne faut pas le laisser évoluer. Alors, il faut savoir également, on s'adapte. Moi, je m'adapte toujours à la personne autiste, c'est pas le contraire. Ça m'arrive de faire, malheureusement, des consultations couchées par terre. C'est comme ça on s'adapte, avec des enfants surtout. Et pareil pour les traitements, on revient un peu, vous savez, Helicobacter pylori, c'est une bactérie, c'est un traitement antibiotique associé. Il y a des nouveaux produits qui sont sur le marché, qui s'appellent, je ne vais pas le nommer, enfin Pilera, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec eux. Et c'est 12 gélules par jour pendant 10 jours. Il faut toujours courir. Donc on revient sur l'ancien traitement qui est séquentiel, c'est des séros, et on prévient en disant ça peut revenir. Donc, on refait de nouveau une sérologie, si c'est positif, on refait cette cure de séquentielle de 14 jours. Voilà ce que je peux vous dire, parce que 12 gélules par jour pour les faire avaler, moi j'en ai eu que 2 ASPI qui ont pu le faire, mais sinon les autres, ils ont refusé. Donc, traitement préventif, malheureusement, il n'y en a pas. Il faut savoir s'adapter aussi pour le traitement. Ce qu'on oublie aussi mes collègues. Moi, je demande toujours, que je trouve, par exemple, une angine, là, je sors un peu bactérienne. Je pose la question, est-ce que vous voulez des gélules, des sachets? Et la dernière en date, je le redis toujours, une jeune femme autiste de 25 ans, très belle angine, elle m'a dit, je veux des sirops. Vous voyez, les sirops, c'est sirops pédiatriques. Je vais vous dire, en fonction du poids et tout, elle est partie, je l'ai prévenue, j'ai dit, vous allez voir, la pharmacienne ou le pharmacien va m'appeler, ça n'a pas tardé, c'est une pharmacienne, elle me dit, docteur, il y a les formes adultes. Pourquoi j'ai prescrit les formes pédiatriques? J'ai dit, je m'adapte. Elle a compris, donc elle est partie avec des kilos de... Vous voyez, les sirops pédiatriques à la pipette, voilà. Donc, il n'y a pas de traitement préventif pour les poussières. Quand il y a des poussières, on dit pas l'alimentation épicée ou des choses comme ça. Il y a aussi, n'oubliez pas, le stress, les crises d'angoisse, ça peut aussi accentuer. Merci. Deuxième question et dernière. Alors, votre micro ne marche pas. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Non, mais oui, j'essaie de rattraper le temps. Oui, non, mais... 1, 2. Ah. Bonjour, Béatrice Pénaud, maman. Je voulais simplement la recette du pudding, s'il vous plaît. Ah, là. Ben oui. Alors maintenant, les gens, ils disent c'est la recette de docteur Salaman, je n'ai rien inventé. Alors, j'étais obligé... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je ne pensais pas. Mes collègues américains, ceux qui connaissent un peu la Mayo Clinic, qui est une très grande université, faculté de médecine aux États-Unis, qui font des belles choses. Ils ont un gros service de nutrition, enfin bref. Alors, vous évitez, parce que sur les réseaux sociaux, dans les troubles gastro-intestinaux, il y a plein de boîtes qui vous proposent des choses qui sont totalement interdites, les micronutriments, machin. C'est totalement hors recommandation. Après, vous êtes adulte, vous faites ce que... bon, ça pose des problèmes d'ailleurs. Alors, la recette, je suis obligé de la traduire un peu, le mettre... Prenez, vous avez tous vos papiers. Vous avez des... Alors, il faut 38 grammes de farine, 180 millilitres de jus de pomme, 170 grammes de pruneaux,
Hein, vous retirez le noyau, hein, théoriquement, c'est retiré. Hein. Je vais avoir des problèmes après. Les familles vont me taper dessus. Ils ont raison, d'ailleurs. Et puis, 112 millilitres de jus de pruneau. Ah, ça discute. Ça s'appelle enfin, les anglo-saxons l'appellent ça le power pudding. Alors, vous l'appelez le pudding à la française. Et vous le mettez par contre, hein, vous le préparez, il ne faut pas le garder longtemps comme vous. Il n'y a pas de sucre? Hein? Ben non. Ah non, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre, hein, attention. Ben, le jus de pomme, il est déjà sucré, le pruneau sont sucrés. Oui, d'accord. Et il n'y a pas d'œuf non plus. Et oui, non. Il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. Pas Vous de faites le pudding, vous le mettez après, une fois que c'est fait, vous le mettez au frais quand même pendant une huitaine de jours. Et ça se cuit? Oui, oui. Ça se cuit. Au four. Hein, Combien de temps? Ah oui. Combien de temps? Ah bah alors, je suis pas... Et quelle puissance? Ouais, vous verrez, hein, vous faites bien des cakes, hein, vous plantez un couteau, vous verrez si c'est... Voilà. Ben, écoutez, si je reviens dans 2 ans, je serai pâtissier. Alors, je ne serai plus médecin. Alors, si tu en es d'accord, je vais profiter pour faire... Le colloque, il est aussi soutenu par l'ARAPI, dont vous avez le stand à côté. Jerry et moi-même sommes membres de l'ARAPI et Séverine, donc voilà, j'en fais la pub. Et du coup, dans la prochaine lettre de l'ARAPI, mais il faut adhérer pour ça, dans la prochaine lettre de l'ARAPI, il y aura la recette. Je vous mettrai la recette. Vous le mettez au frais pendant 8 jours et vous donnez 2... C'est la minute publicité pour l'ARAPI. 2 cuillères à café. Voilà, merci.